Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence Energaia donc sur l'hydrogène renouvelable, les clés pour faire baisser les coûts. Donc je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie et on va passer 1 heure ensemble. Donc je vous rappelle qu'il faut bien mettre les casques si vous voulez entendre quelque chose. Voilà. Donc on va parler hydrogène cet après-midi parce que l'hydrogène est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques, mais tant que son coût restera trop élevé, la filière ne pourra pas changer d'échelle. Et la vraie question, c'est donc comment rendre l'hydrogène renouvelable compétitif, et ça rapidement. Entre progrès technologiques, nouvelles infrastructures, montée en puissance des volumes, nouvelles ressources avec l'hydrogène naturel, les leviers sont nombreux. Mais encore faut-il savoir lesquels sont prêts, lesquels doivent être soutenus, à quelle hauteur et à quel horizon devrait-on réellement être compétitif. Donc pour en parler, nous allons avoir 4 invités et nous allons avancer en 3 temps différents. Donc d'abord, voir une filière en accélération, mais malheureusement avec des volumes trop faibles. En deuxième partie, les leviers technologiques, énergétiques et industriels pour accélérer le développement. Et enfin, comment structurer un modèle économique pérenne et compétitif en Europe. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on aura 4 invités. Mais juste avant de voir nos invités, je voulais vous dire qu'il y avait un QR code de l'application Slido pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, vous pouvez zoomer énormément sur le QR code. Normalement, ça fonctionne. Comme ça, vous pouvez aller sur l'appli ou sinon télécharger l'application SLIDO, Slido. Voilà. Et donc, normalement, entre les 3 parties, je prendrai des questions, mais peut-être que ce sera aussi interactif au fil de l'eau. N'hésitez pas. Et à la fin de la conférence, on gardera aussi un moment pour les questions à main levée, un peu plus low-tech, juste avec le bras. Voilà. Avant de commencer, je vais faire un petit sondage. En fait, je voulais savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt des collectivités ? Vous levez le bras et puis c'est tout, c'est juste pour voir. Est-ce qu'il y a des collectivités dans la salle ? Ok. Des bureaux d'études ? Ok. Des entreprises du secteur de l'hydrogène ? Bon, vous êtes les plus nombreux, normal. J'allais dire des associations, des étudiants. Ok, très bien. Et autres ? Ouais, j'ai pas tout listé, désolée pour les acteurs. Bon, merci beaucoup d'assister à cette conférence, en tout cas. Alors, aujourd'hui, la filière hydrogène est en accélération, mais pas encore assez. L'objectif pour 2030, c'est quand même 4,5 gigawatts et on en est encore loin. Il y a eu 150 projets déjà approuvés, mais la marche est encore haute en fait pour atteindre les 4,5 gigawatts en 2030. Ce qui pose problème, c'est le prix de l'hydrogène. La Cour des comptes situe le kilo en fait, d'hydrogène renouvelable entre 5 et 12 euros le kilo, alors que l'hydrogène gris, donc qui est fait à partir des énergies fossiles, est entre 1,5 et 2,5 euros. Donc on voit le frein très rapidement. Alors dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi les coûts de production sont aussi élevés. Et pour ça, j'accueille Christelle Martinez. Donc vous êtes responsable développement Grand Sud chez Inamix. Allez-y. Inamix qui est la filiale d'EDF sur le développement de l'hydrogène. Alors, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu, nous rappeler sur quel secteur l'hydrogène a vraiment une valeur ajoutée ? Bonjour, donc Christelle Martinez, enchantée d'être là. Un petit point sur l'hydrogène, sur quels sont les grands marchés, les grands secteurs de l'hydrogène aujourd'hui qui vont nous permettre de décarboner les territoires. 3 grands secteurs d'activité. Le premier, c'est la mobilité. Donc comment aujourd'hui, avec des solutions d'hydrogène, on peut décarboner le monde du transport routier avec donc un système de piles à combustible dans les camions, les bus, les véhicules utilitaires légers, les bennes à ordures ménagères, etc. etc. Le domaine de la mobilité, c'est là qu'on va retrouver les projets les plus petits en termes de puissance. En règle générale, c'est de 1, 5, 8,
10 mégas maxi, parce que les usages sont très diffus et on ne met pas non plus énormément de kilos d'hydrogène dans un camion en règle générale. Donc ça, c'est le premier secteur. Le deuxième grand marché donc, de l'hydrogène, c'est le monde industriel, parce que dans le monde industriel, il y a énormément d'utilisation d'hydrogène gris, ce que vous disiez. Et là, le challenge, c'est comment remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène bas carbone et ou renouvelable. Donc là, on est sur des projets qui sont en général beaucoup plus conséquents, 50, 100, 150 mégawatts. Et là, c'est un vrai enjeu de décarbonation de l'industrie de notre territoire aujourd'hui. Et le troisième grand secteur, c'est le secteur des e-carburants. Donc là, ce n'est pas que de l'hydrogène, hein, c'est comment l'hydrogène participe à la production d'e-carburants. Donc on prend de l'hydrogène, on prend du CO2, on mélange tout ça avec des formules chimiques pour faire du carburant de synthèse. Et demain, on arrive à des carburants pour le monde de l'aviation ou le monde maritime qui vont pouvoir, par exemple, dans le monde de l'aérien, décarboner jusqu'à 95% des vols. Et là, on est sur des beaucoup plus grosses puissances 200, 300, 400, 500 mégawatts, etc., etc. Donc voilà les trois grands marchés du monde de l'hydrogène. Et en fonction, j'allais dire, de la quantité, forcément, les prix seront différents. Les coûts de production seront différents. Et alors vous, à Inamix, vous êtes plutôt spécialisé dans l'hydrogène industriel. On voit vos projets. Qu'est-ce qui bloque au niveau des coûts de production, au niveau de l'hydrogène industriel ? En fait, Inomix est né, au départ, on est né avec la mobilité. On est une filiale du groupe EDF, on existe depuis 6 années maintenant et on a commencé notre activité dans le domaine de la mobilité, donc pour accompagner donc, la décarbonation des territoires avec des projets de... Tu n'entends pas ? Ah, est-ce que vous entendez bien ? Si ? Ouais, ça va, ça marche. Il n'y a que toi qui n'entends pas. Et pardon. Et donc là, vous voyez des petits projets, ce que je disais, Auxerre, Belfort, Cannes, Vallée Sud Hydrogène qui est en région parisienne et Dunkerque, qui là sont plutôt sur des usages de bus, de bennes à ordures ménagères. Et ces petits projets nous ont permis, petits, non c'est péjoratif, ces premiers projets nous ont permis de monter en compétences, connaissances du monde de l'hydrogène. On est sur un secteur nouveau, on est sur une activité nouvelle, une technologie nouvelle. L'électrolyseur, il y a 20 ans de ça, c'était quand même un sacré challenge. Et donc, on est sur effectivement des coûts de production du kilo d'hydrogène assez élevés parce qu'on est sur des petites puissances. D'accord ? Et grâce à ça, on a pu après aller chercher des projets. C'est vraiment notre stratégie de développement au niveau d'Inomix, c'est de développer plutôt l'hydrogène bas carbone et renouvelable dans le monde de l'industrie ou des e-fuels, où là on est sur du 50, 85, 200 mégas. C'est nos projets aujourd'hui. On a 2 grands projets industriels, donc un dans l'est de la France dans le monde de l'engrais, donc de la chimie, et Ophélie plutôt dans le monde de la raffinerie, et TechCare, donc qui est sur la zone nantaise, qui est là un projet de e-carburant demain pour décarboner l'aviation. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui bloque, ou en tout cas ce qui fait que les coûts sont encore élevés, pour vous, avec une vision projet, ce serait quoi ? Alors aujourd'hui, la première des choses à savoir, ce que je disais, c'est qu'on est sur une technologie nouvelle. Donc on manque encore de maturité. D'accord. Clairement, on a encore des choses à tester. Moi, je peux vous assurer que la première fois qu'on a mis un électrolyseur en marche, ça ne s'est pas fait spontanément et ça n'a pas marché comme ça. Ouais. Donc, il a fallu qu'on y mette de la force, qu'on y mette des moyens, qu'on y mette de la R&D. Donc, aujourd'hui, il y a ça. Il y a ce passage à l'échelle qui est important. Et plus on aura des gros projets, plus ce sera pertinent en termes de baisse des coûts, oui. C'est clair. Plus le projet est important, plus les coûts sont bas. Au niveau des technologies, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Geneviève, mais demain, il y a des technologies qui vont nous permettre d'avoir un rendement bien plus important. Donc, il y a aussi des efforts à faire sur la technologie. Il y a aussi tout ce qui est exploitation-maintenance. On va pouvoir optimiser ces coûts-là, mais il faut savoir quelque chose quand même, c'est que pour l'instant, la technologie et la filière n'étant pas mature,
on a besoin d'accompagnement financier. Et sans subvention, nos projets ne pourront pas aboutir, malgré tous les efforts d'optimisation qu'on peut faire. Bon, bah, c'est dit, dès le début en tout cas. Merci pour cette présentation par rapport à l'hydrogène industriel. J'appelle Guirec Dufour. Donc Guirec, vous êtes directeur général France de Caire, donc producteur d'électricité. Et vous portez un projet de production d'hydrogène renouvelable en Occitanie, qui s'appelle IDOC, qui sera la plus grande usine française d'hydrogène vert en termes de puissance. 20 mégawatts, si je ne me trompe pas. Ne vous tombez pas. Ça va. Et vous allez mettre aussi en service des stations-service, justement, à Béziers et à Narbonne. Donc vous êtes aussi bien sur la mobilité que sur la production, en fait. Oui, on est sur une production pour la mobilité et pas que et l'industrie, puisqu'on a une production qui est de... si on regarde les tailles que vous avez ici chez Inamix, on est un petit peu au milieu. Et après, c'est vous. Voilà. Voilà. De la même façon, et l'approche est juste chez Inamix, c'est-à-dire qu'il faut faire ses armes. Donc construire en première intention une usine de 100 mégas. Bon, bah, écoutez, il y a peut-être des gens qui le font, mais c'est quand même... Bon, voilà, c'est un gros challenge. Et nous, on préfère commencer plus modestement. Cette usine, elle est autorisée aujourd'hui pour 45 mégas. On fait les 20 premiers mégas. On a fait les premières bulles d'hydrogène jeudi dernier. Donc, on est assez contents. Ça y est, il commence à y avoir des bulles. Du coup, on a bu des bulles après. Ça, c'est une autre histoire. C'était la première bulle et la deuxième bulle, du coup. Oui, là, on a besoin de faire décoller un écosystème, que ce soit sur l'industrie ou que ce soit sur la mobilité. Et donc, on a besoin de fournir l'infra. C'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que si les infras n'existent pas, eh ben, les gens ne basculent pas vers l'hydrogène. Et puis donc, on n'a pas d'usage. Si on n'a pas d'usage, on ne fait pas d'infra. Bon, ben, voilà le serpent se mord la queue, c'est l'œuf et la poule, hein, et donc il faut bien à un moment donné que des industriels tels que nous prennent des risques, il faut le dire très clairement, pour commencer à offrir ces infrastructures qui permettent derrière aux gens de pouvoir basculer sur des usages hydrogène. Et aujourd'hui, à combien vous sortez le kilo d'hydrogène à la pompe? C'est secret, madame, on n'a pas le droit de le dire. Allez. Ah non. On a, alors, tout à l'heure, vous avez évoqué entre 7 et 12. On n'est pas sur les 12. On est plus près des 5. Ou des 7, alors. Des 7. On est plus près des 7. Mais oui, le prix de l'hydrogène, il y a deux choses dedans, hein. Il y a des coûts fixes. Et ça, c'est à peu près 40%. Et il y a l'électricité. Et donc, une fois que j'ai dit ça, 40% de coûts fixes, 60% d'électricité, bah, j'ai deux leviers. Le prix de l'électricité. On va le voir tout à l'heure avec Geneviève. Et l'autre levier, c'est le volume. Pour diviser, pour amortir mes coûts fixes. Ça, c'est sur l'usine. Sur une station-service qui est chargée à 50% à peu près, une station-service, c'est encore 85% de coûts fixes quand vous êtes chargé à 50%. Donc, c'est des coûts fixes relativement importants et on a besoin, donc, de, comme je disais, lancer cet écosystème, donner envie pour que les gens basculent et que ce volume arrive. Donc, c'est l'une des pistes qu'on va évoquer, je pense, tout à l'heure. Donc, la mutualisation et les volumes, on entend bien. Nicolas Valaillé, on va vous accueillir. Vous êtes responsable du développement du business chez Genvia, justement. On parlait électricité. Alors, Genvia a développé une technologie d'électrolyseur. Vous êtes basé à Béziers. Et une technologie d'électrolyseur haute température. Ça va? Non, ça ne marche pas? Pardon. Est-ce que vous nous entendez? Maintenant, oui. Voilà, c'est parfait. C'est revenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement pourquoi vous développez cette technologie? Dans quel but, en fait? C'est pour baisser le coût aussi? On disait augmenter les rendements? En fait, comme Guirec le disait, dans le cadre, il a utilisé le ratio que 60% du coût d'hydrogène vient du coût d'électricité, 40% du coût d'amortissement des infrastructures, du coût d'électrolyseur, de son installation. La technologie qui est portée par Genvia, c'est l'électrolyse à haute température. En fait, on joue sur la consommation électrique en particulier.
Et chaque point de rendement gagné sur la consommation électrique, en fait, ça fait une grosse différence et sur le coût d'hydrogène produit. Et ce qui, en fait, avec la technologie haute température, ce qui est intéressant, c'est que pour le même kilowatt électrique en entrée, on peut produire 40% de plus d'hydrogène. Donc le potentiel est là, en fait. C'est énorme, 40% de plus rien qu'en changeant l'électrolyseur. Oui, rien que, c'est pas toujours aussi simple, mais non, mais c'est vraiment la promesse de cette technologie. Il y a un gap à faire, quoi, vraiment. Non, il y a un gap à faire, c'est-à-dire que c'est la technologie la plus mature sur le marché aujourd'hui, c'est la technologie alcaline. Il y a la PEM qui la suit de très près. Aujourd'hui, les plus gros projets annoncés sont sur ces deux technologies-là. La technologie SOEC est un petit peu un TRL niveau un peu plus bas. Donc ça suit, mais parce qu'il y a une grosse promesse d'améliorer les performances. Oui. Et après, il y a des contraintes opérationnelles qui font que c'est une technologie qui fonctionne à haute température, donc c'est des systèmes peut-être un peu plus complexes sur ces aspects-là. Et sur d'autres aspects, c'est intéressant, on pourra y revenir. On reviendra dans la deuxième partie pour en parler un petit peu plus techniquement. En attendant, on a parlé aussi infrastructure tout à l'heure. Donc on va accueillir Franck Vincendon, qui est responsable développement hydrogène et gaz renouvelable chez Natran, donc anciennement GRT Gaz. Côté réseau, donc. Aujourd'hui, sur la logistique large de l'hydrogène, qu'est-ce qui bloque encore? Pourquoi c'est aussi élevé? Bon, on a vu un petit peu le manque d'expérience, enfin le marché qui n'est pas mature, quoi. Au niveau infrastructure, on en est où? Bonjour à tous, donc Franck Vincendon, Natran. Qu'est-ce qui bloque en fait dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Parce que moi c'est très haché, je ne sais pas si c'est moi ou... C'est lui. Ok, super. Donc on l'a dit, les coûts effectivement sont importants sur l'électricité et ça dépend aussi des usages qu'il y a derrière. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, peut-être on peut changer parce que j'arrive pas. Très bien. Est-ce que Mathilde, vous pourriez emmener un autre casque si c'est possible? Je suis désolée Franck. Si vous voulez, pendant que on change de casque. Là. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça a l'air d'aller mieux. D'accord. Donc sur les infrastructures? Oui, donc sur les infrastructures, en fait, ce que je voulais dire simplement, c'est que les utilisateurs, en fait, ont un grand choix au départ. Soit ils vont produire dans leur jardin, soit ils vont utiliser de l'hydrogène qui va venir d'ailleurs. Et nous, notre sujet, c'est effectivement de construire des infrastructures qui leur apportent finalement cette capacité à pouvoir consommer avec beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de sources différentes. Et donc, je dirais, pour reprendre votre question, c'est ce qui peut bloquer, c'est effectivement cette difficulté, au-delà de ce que mes collègues ont dit, sur cet aspect logistique-là. Comment est-ce que je fais pour m'assurer d'une continuité de fourniture? Comment est-ce que je fais pour m'assurer que derrière, les coûts seront compétitifs, etc. Les réseaux d'infrastructures ouvertes tels qu'on les présente sont des solutions pour ce type de problématiques. Mais il y a une problématique logistique aujourd'hui dans les systèmes hydrogène. Très bien. Et justement, vous avez un projet, vous, à Natran, c'est HyPhen. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce projet de 800 km qui traverse toute la France? Alors, ce projet s'inscrit en fait dans une démarche européenne qui consiste à faire circuler en fait l'hydrogène, qui est un vecteur énergétique très important pour le futur énergétique et la transition énergétique en Europe, et le faire circuler de ces lieux de production les plus favorables jusqu'à ces lieux de consommation. Et donc on voit aujourd'hui des grandes autoroutes qui sont imaginées, et HyPhen en fait est un projet Natran dans lequel on se propose effectivement de relier les grandes places de production qui sont plutôt au sud de l'Europe aux grands lieux de consommation qui sont sur une dorsale qui va effectivement de la péninsule ibérique jusqu'au nord de l'Europe. Donc ce projet HyPhen s'inscrit dans ce cadre-là, un cadre européen, et c'est la partie française en fait de ce projet, un projet, vous l'avez dit, de 850 km qui a commencé ses études là, et on prépare notre concertation réglementaire donc pour cette année 2026. Donc on va être bien occupé et on va pouvoir expliquer ce qu'est ce projet. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup, on y reviendra dans le déroulé de la table ronde un peu plus. J'en profite, je regarde en même temps les questions, donc c'est sur Slido, l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On dit 40% de coût fixe et 60% d'électricité. L'eau est-elle gratuite? Ou est-elle dans les coûts fixes? Je ne sais pas, qui veut répondre? Quand je dis coûts fixes, ce sont des coûts qui ne sont... Alors, oui, c'est vrai que l'eau, c'est un coût variable. Je l'ai plutôt mis du côté des 40% dans ce que j'ai dit, mais ça devrait être des côtés des 60%. Mais bon, le coût de l'eau par rapport au coût de l'électricité, il est très, 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 très faible. Donc, c'est pas l'eau qui pèse le plus. L'eau pèse sur des problématiques d'approvisionnement d'eau et d'eau pour les populations. Et donc, c'est des sujets qu'on travaille particulièrement en allant chercher de l'eau de réutilisation pour produire notre hydrogène, plutôt que d'utiliser de l'eau potable comme vous avez à la maison. Très bien. Nicolas Valayer? Ouais, juste à rajouter que le 40-60, suivant la géographie, suivant le coût de l'électricité, suivant le coût de capex des équipements, ça peut être un 80-20 en fait aussi. Ça va dépendre c'est assez variable en fait. Chaque cas de production, chaque usine a ses propres caractéristiques. Ouais. Et si le coût d'électricité, on est dans une région où il est très bas et un coût de technologie d'électrolyse qui est peut-être pas le plus économique, on saura la part variable va changer. Ouais. Dans un contexte en tout cas européen où l'électricité est plutôt élevée, si on utilisait une technologie bas coût, alcaline, on est plus sur la partie variable en fait est beaucoup plus haute. Ouais. L'électricité prend beaucoup plus d'importance. Donc en fonction des territoires. Et alors justement, vous allez garder la parole. On va passer plutôt à la deuxième partie avec les leviers technologiques. Donc vous disiez que vous aviez développé une technologie sur les électrolyseurs haute température. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail que tout à l'heure? Et sur les augmentations de rendement, donc 40% en plus, pareil, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail de cette solution en fait? Et de combien on peut attendre une baisse de coût par rapport à cette nouvelle technologie? Donc sur l'aspect de l'électrolyse à haute température, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait l'électrolyse de la vapeur d'eau. Donc c'est pas l'électrolyse de l'eau liquide comme les technologies alcalin PEM, c'est l'électrolyse de la vapeur d'eau. Et la thermodynamique, en fait, à haute température, on a besoin de moins d'énergie. Et une partie de la chaleur qui est générée par la partie électrochimie fait partie de la réaction. En fait, on valorise. Je vais essayer de ne pas trop être technique pour l'audience sans support matériel de présentation. Mais tout ça pour dire que par la physique, le fait de faire l'électrolyse à haute température, on a un gain énergétique. Alors ce gain énergétique, il est en plus, on va dire, il est complémenté si on a accès à une chaleur pour produire la vapeur d'eau. Parce que la phase de passer de l'eau liquide à la vapeur d'eau, c'est quelque chose qui est très énergivore. Vous voyez, si vous faites bouillir de l'eau chez vous, ça prend beaucoup de temps à faire bouillir de l'eau, à vider la casserole. Donc en fait, cette phase-là est très énergivore. Donc si on a accès à une chaleur de procédé type pour les fabrications de e-fuel, Haber-Bosch, Fischer-Tropsch, ou de récupération de chaleur dans les cimenteries, dans les aciéries, ou même de la chaleur qui pourrait venir de sources nucléaires ou de la géothermie, à partir du moment où cette chaleur coûte à un coût beaucoup plus économique que l'électricité, on a un rendement additionnel. Okay. Donc là, c'est plus l'efficacité électrique. Donc en termes de rendement électrique, on a ce gain qui est important sur la techno. Après, sur la technologie haute température, ce qui nous différencie aussi des basses températures, c'est que les basses températures, ils ont une performance en début de vie et une performance en fin de vie. Et il y a la différence? Il y a une dégradation en fait. De combien à peu près? Beaucoup ou pas beaucoup? Sur 5 ans, peut-être 10% ou un peu plus, ça va dépendre des technos. On manque beaucoup de retours d'expérience d'ailleurs, des gros projets, aussi sur les technologies qui feraient du suivi du renouvelable, de voir l'impact sur la dégradation. L'industrie apprend beaucoup en ce moment sur ça en fait. La technologie haute température, en fait, on fonctionne sur une plage de température et on compense en fait la dégradation initiale du cœur de la technologie, des stacks, en opérant à des niveaux de température différents. Donc tout ça pour dire que la durée de vie en début, on va dire, de vie du composant de base des stacks est la même en fin de vie en fait. Oui. Tant qu'on reste dans cette plage de fonctionnement. Oui. Donc les deux facteurs combinés font que soit on prend la vue pour le même kilogramme, même kilowatt électrique, on produit 40% de plus d'hydrogène,
ou alors on produit le même kilogramme d'hydrogène avec 30% moins d'électricité. Et au niveau retour sur investissement, c'est pareil, il y a 40% de retour sur investissement. Ça va dépendre des configurations de projet. Si on est sur une géographie où l'électricité est vraiment à très bas coût, on sera moins différencié. Si plus l'électricité coûte cher, en fait, plus notre technologie est pertinente. Quelque chose qui nous différencie par rapport aux autres, comme on est à haute température, la technologie est plus propice à fonctionner, on va dire, à régime constant. C'est-à-dire ne pas faire du suivi de renouvelables le jour du soleil, arrêter pendant 18 heures, redémarrer le lendemain. On a des modes pour pouvoir fonctionner quand il n'y a pas d'électricité, pour garder le système chaud, mais ce n'est pas économique. Comme disait Guirec tout à l'heure, l'intérêt de ces usines et des électrolyseurs, c'est un gros investissement en CAPEX. Il faut qu'ils tournent le plus longtemps possible, en fait. Donc les projets qui sont, on va dire, 100% sur des renouvelables où il y a beaucoup de variations, la partie économique est plus difficile à maîtriser. Oui. Alors justement, Guirec, vous, dans votre projet, c'est un électrolyseur alcalin, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et surtout quel impact ça a sur l'économie de votre projet, tout ce qui est technologie d'électrolyseur? Alors oui, notre électrolyseur et comment on a choisi notre électrolyseur, je vous dirais. C'est très simple, encore une fois, on est foufou, on fait des trucs un peu pionniers, mais on ne peut pas prendre tous les risques. Donc on a choisi la technologie qui est la plus mature aujourd'hui, qui est donc la technologie alcaline. Alcaline et basse pression parce qu'on est sur un site contraint au niveau de cercle de danger. Vous n'avez pas le droit de faire exploser les voisins, en clair. Et donc ces choses-là sont calculées dans vos autorisations et donc vous contraignent sur le choix de la technologie. Aujourd'hui, c'est la techno la plus éprouvée. Et comme dans toute nouvelle industrie, je dirais, elle est plus éprouvée, donc plus ancienne, donc on peut effectivement espérer que les technologies qui arrivent derrière aient un meilleur rendement. Donc nous, on est parti là-dessus parce qu'il faut bien commencer, encore une fois, que c'est plus éprouvé, donc c'est notre choix d'avoir un rendement un peu inférieur. On n'a rien d'aussi tranchant Enfin, on n'a pas la possibilité sur notre site d'utiliser quelque chose d'aussi tranchant que la technologie proposée par Genvia parce qu'on n'a pas cette source de chaleur à gratos, entre guillemets. Et donc, on travaille avec les avantages et les inconvénients de notre site pour avoir le projet le plus performant possible. On comprend bien sur le terrain. Allez-y, Christelle. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Guirec, il faut être conscient que dans le domaine de l'hydrogène aujourd'hui, on n'est pas capable d'industrialiser un projet. Chaque projet a ses spécificités, a ses contraintes et tout est sur mesure. Aujourd'hui, par exemple, Guirec a choisi l'alcalin sur son projet. Moi, j'ai des projets où mon foncier il est tellement contraint que je suis obligée de choisir une technologie PEM qui est plus resserrée, on va dire, parce que j'ai moins de place. Et donc, cette technologie, elle est moins mature, elle est plus chère. Mais si l'industriel veut l'hydrogène, on n'a pas d'autre choix que de prendre ça. Donc, c'est compliqué de toujours faire baisser les coûts, bien évidemment, c'est l'objectif. Mais je pense que c'est important de garder en tête que chaque projet est adapté au territoire, au foncier, aux attentes du client, aux usages. Si c'est dans l'industrie, c'est constant, c'est tout le temps. Si c'est dans la mobilité, ça marche 4 heures par jour. Enfin voilà, c'est quand même c'est compliqué d'avoir une réponse aussi globale pour tout. Voilà. Ouais. On entend bien du sur-mesure pour chaque territoire. Il y a une question justement sur l'international et moi aussi j'en avais une, donc ça tombe bien. L'hydrogène vert pas cher ne risque-t-elle pas de venir plutôt des pays ayant l'électricité pas chère donc, et du foncier disponible? Par exemple l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Mauritanie. Et moi j'avais pareil la question de se dire il y a des électrolyseurs vraiment à bas coût en Chine et en Inde. Pareil, au niveau géopolitique, comment on fait? Est-ce que vous avez une position par rapport à ça? Moi, je peux en prendre un morceau. Allez-y, Guirec, on vous écoute. Je laisserai la technique à mon ami chez Genvia. Oui, bien sûr, l'hydrogène sera produit moins cher dans des pays où l'électricité est renouvelable et peu chère.
Parce que là, j'essaye de vous parler quand même d'hydrogène renouvelable. Sinon, on reste sur le gris et on n'en parle plus. Tout à fait, on reste sur le vert. Donc ça veut dire que des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil par exemple, vont être capables de produire cet hydrogène peu cher. Par contre, il faut le transporter, cet hydrogène. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que sur un camion, comme vous voyez sur la route, un camion de 44 tonnes, vous savez, bon, ce camion qui avec une remorque de 12 mètres de long, on met 1 tonne d'hydrogène. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Compressé à 380 bars. Donc on va pouvoir augmenter ça bientôt, passer à 700 bars, mais ça veut dire qu'on aura 2 tonnes dans le même camion. Donc si on dit qu'on produit de l'hydrogène au Brésil, il va falloir un gros bateau pour le ramener chez nous. Voilà. Mais alors on peut peut-être prendre plus près, l'Espagne par exemple. Oui, en Espagne, ils ont du soleil, c'est formidable, mais ils ont pas la même chance que nous sur les réseaux électriques. On a quand même un réseau électrique beaucoup plus robuste en France et avec une production d'électricité, notamment nucléaire, qui nous permet d'avoir un réseau électrique et une fourniture d'électricité d'une certaine qualité, ce qui est moins le cas de nos copains espagnols. Donc ça, c'est une autre chose. Mais après, on peut aussi transformer cet hydrogène. C'est-à-dire que si je le fais, je repars au Brésil, si vous voulez bien. Si je le fais au Brésil, il va falloir que je le transforme en ammoniac, que je transforme en e-méthanol, que j'aille faire des choses comme ça. Et derrière cette transformation-là, elle a évidemment un coût. Derrière ces bateaux-là, on saura les faire partir avec, je vais prendre l'exemple de l'ammoniac parce que c'est plus facile, pas de CO2 impliqué, donc on fait partir notre ammoniac, on arrive en Europe et là, il faut le craquer. Et quand on reprend l'ammoniac et on essaye d'en refaire de l'hydrogène. Et toutes ces technos-là sont existantes, pas très très matures, et le coût de tout ça est relativement cher. Donc aujourd'hui, est-ce qu'un hydrogène qui arriverait du Brésil serait moins cher qu'un hydrogène produit en France dans de bonnes conditions ? On peut en douter. Je pense qu'on est à l'équivalence. Pour être tout à fait honnête, ce sera marginalement moins cher. D'accord. Mais on perdra notre souveraineté. Merci pour cette réponse. Nicolas. Je rajouterai une analogie avec le pétrole en fait. Oui. C'est qu'aujourd'hui, de produire du pétrole en mer du Nord, ça coûte à peu près 10 fois plus cher que produire du pétrole en Arabie Saoudite. Mais il y a un marché pour tout en fait. Donc il y a effectivement des aspects de souveraineté, de géopolitique, mais après voilà, les coûts de transport ont un tel impact. Et il y a un marché pour différentes. Il y aura un marché pour différents hydrogènes produits à différents endroits en fait. Très bien, merci. Franck Vincendon ? Oui, en fait, c'est exactement ça. Tout dépendra de l'usage en réalité. Le marché de l'hydrogène, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il va être tiré par l'industrie. Donc l'industrie, elle a besoin de gros volumes et à un moment donné, il va falloir massifier les productions. Donc je pense qu'il y a de la place effectivement pour de la production locale, mais aussi il y a un avantage à regarder autour de nous ce qui se passe et ces infrastructures que nous on se propose de construire, elles participent justement au fait qu'à un moment donné, sur un usage donné, vous allez avoir intérêt à aller chercher de différentes sources d'hydrogène, exactement comme les consommateurs d'énergie le font, c'est-à-dire qu'ils diversifient leurs sources d'approvisionnement. Et je pense qu'il se passera la même chose sur le marché de l'hydrogène. En tout cas, pour l'industrie, les consommateurs industriels vont être exigeants parce qu'ils savent déjà que ça sera cher. Ils l'ont déjà bien intégré. Et pour que ça soit le moins cher possible, il va falloir qu'ils jouent de toutes les cordes à leur arc pour pouvoir arriver à ces optimisations. Et encore une fois, l'infrastructure ouverte telle qu'on les propose sont des moyens de faire diminuer ces coûts. Parce que d'une part, si vous voulez, on a pour les producteurs une zone de chalandise à travers le réseau qui est largement agrandie. Oui. Et pour les consommateurs, je le disais, cette capacité à la fois à bénéficier d'un prix de marché, donc qui est vraiment un avantage absolument important. Il faut, je veux dire, à un moment donné, un marché, c'est les gens qui consomment à la fin. Si on n'a pas les consommateurs, c'est pas la peine de produire. Et alors justement, vous avez fait une étude sur
Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a pas mal d'industries, en fait, où il y a des consommateurs, pour voir l'interaction entre les infrastructures de transport donc, en réseau et le stockage aussi de l'hydrogène. Qu'est-ce que ressort de cette étude ? Alors, on a fait cette étude-là, et auparavant, je voulais le dire parce que par rapport à la discussion telle qu'elle est partie là, il y a des dispositifs qu'on peut imaginer pour transporter de l'hydrogène. On parlait de camions, etc. On parlait de bateaux. Moi, je viens de la zone de Marseille-Fos. À Marseille-Fos, on a fait des études dans le cadre du ZIBA qui s'appelle Sirius sur le marché de l'hydrogène. Et une des conclusions des études qu'on a fait sur l'hydrogène, ça a été que pour la zone de chalandise industrielle autour de Fos et en remontant dans la vallée du Rhône, le transport par canalisation était le mode le plus adapté et le plus économique pour le marché de l'industrie. Donc on a déjà quantifié, effectivement, suivant les usages. On peut passer par des barges, on peut passer par d'autres moyens de production. Là, on a trouvé cet optimum économique sur le réseau de transport. Et sur cette étude que vous citez, c'est une autre étude qui a été faite effectivement dans la région lyonnaise, qui cherche à mettre en avant les bénéfices finalement d'un réseau de gaz. Un réseau de gaz, et là d'une manière très générale, comme l'hydrogène, ça fonctionne sur un temps beaucoup plus long que l'électricité. Et c'est un avantage important parce que pour le coup, l'équilibrage qu'on va pouvoir faire sur un réseau d'hydrogène, il va être largement sur des pas de temps largement plus grands que sur l'équilibrage sur un réseau électrique où vous êtes à la seconde. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Ouais. Et si vous n'êtes pas bon, vous êtes blackout. D'accord ? Sur un réseau de gaz, c'est pas pareil. Sur un réseau d'hydrogène, on a cette temporalité qui nous permet d'aller chercher dans le réseau une flexibilité. Avec du stockage en plus. Et voilà. Et au-delà du réseau, ce réseau se connectera à des stockages en cavité saline, et c'est ça qu'on a montré dans l'étude sur Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le gain économique qu'on peut illustrer pour cette zone-là. On l'a chiffré à 1,5 milliard d'euros. C'est 1 euro le kilo, en gros, qu'on peut gagner sur cet aspect d'optimisation grâce aux infrastructures hydrogène. Oui. Donc avec RTE et Storengy. RTE, Storengy et Natran, tous les partenaires associés ont montré qu'en fait, il y avait cette capacité à aller chercher des économies sur les infrastructures. 1 euro de moins grâce au stockage. Oui. Christelle, est-ce que toutes ces infrastructures, forcément, ça joue sur vos projets pour multiplier les consommateurs d'un même point ? Comment vous le réfléchissez ? Aujourd'hui, l'arrivée de ces infrastructures, tant infrastructure hydrogène qu'infrastructure CO2 pour le e-fuel, parce qu'on parle d'hydrogène, mais si on veut faire du e-fuel, il nous faudra aussi transporter du CO2, sont une vraie opportunité, comme vous le disiez, pour l'hydrogène aujourd'hui, c'est d'aller chercher... Souvent, quand on développe un projet hydrogène dans le monde de l'industrie, on développe un projet pour un client. Parce que c'est son besoin et c'est comme ça qu'on commence à initier quelque chose. Et le fait d'avoir possiblement demain des réseaux va nous permettre d'aller chercher des clients ailleurs, d'augmenter la puissance de nos projets et immanquablement de travailler sur les économies d'échelle et donc sur le coût de l'H2. Donc ça, c'est une vraie opportunité sur un territoire. Et je voulais aussi parler du CO2 parce qu'on parle d'e-fuel et c'est le sujet. Aujourd'hui, pour produire du e-fuel, il nous faut une ressource hydrogène qu'on va fabriquer, qu'on va produire avec nos électrolyseurs. Mais il nous faut aussi une ressource de CO2 biogénique qu'on va chercher chez un cimentier, chez un papetier, etc. etc. Et souvent, les lieux de production d'hydrogène où il y aura la future raffinerie et les lieux de production, de récupération du CO2 ne sont pas au même endroit. Donc, il y a une vraie... et là, c'est un vrai enjeu de développer ces réseaux CO2 comme peut faire Natran, j'imagine, et comme peut faire Terega aussi sur le territoire. C'est que grâce à ça, on va pouvoir transporter du CO2 jusqu'au point où il y aura de l'hydrogène pour synthétiser tout ça et fabriquer du e-fuel. Donc au-delà de l'optimisation tarifaire pour certains projets, c'est aussi des enjeux pour que nos projets aient une existence. Tout à fait. D'accord. Un réseau de CO2. Exactement. Ouais, j'entends. Franck ? Et juste un complément, ces réseaux, ils ont aussi une caractéristique intéressante, c'est qu'ils sont des réseaux ouverts.
Ça veut dire quoi? Un réseau ouvert, ça veut dire qu'un réseau dans lequel les règles du jeu, c'est-à-dire je rentre, je sors, je sais à quel prix, quel va être le prix de ma fourniture et je sais sur quoi ça va être indexé. Donc les règles du jeu sont claires. C'est pas toujours le cas. Il y a certains types de réseaux qui fonctionnent pas sur ce système-là, qui sont plutôt boîte noire et on ne sait pas trop finalement au fil du temps comment ça va évoluer. On ne sait pas trop quelles sont les règles qui font quand je double ma production, qu'est-ce qui se passe par exemple. On n'a pas cette vision. Les réseaux d'infrastructures ouvertes tels dont on fait la promotion, nous, sont des réseaux dans lesquels justement on a ces règles du jeu qui sont bien claires. Donc je voulais quand même le préciser. Très bien, donc des réseaux ouverts, des réseaux d'oxygène pour aller avec le CO2, pardon. CO2. Pour aller avec l'hydrogène, excusez-moi. Justement, au niveau, j'allais dire emplacement, il y a une question en fait, il faut juste que je la retrouve. C'était au niveau des infrastructures de transport de l'hydrogène, est-ce 100% H2 ou mélangé au GNL par exemple? Qualité de pipeline de transport en cas de transfert 100% H2. Peut-être Franck? Oui, ça doit être pour moi ça. Alors oui, c'est 100% H2. Aujourd'hui, avec les marchés tels qu'on les voit, on l'a dit, l'industrie, la mobilité, ça sera du 100% H2, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on pourrait parler, effectivement, il y aura des traces peut-être d'hydrogène dans les réseaux de gaz, mais ça sera très, très marginal. Mais pour les marchés de l'hydrogène, ça sera 100% dédié. Okay. Et il n'y a pas de GNL du tout là-dedans. Complètement différent, d'accord. Et alors, pareil, au niveau de des emplacements, y a-t-il intérêt à imposer pour toute construction de grands parcs éoliens ou fermes photovoltaïques l'installation sur place d'une production et d'un stockage d'hydrogène vert par rapport aux 60% d'électricité, je pense? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une superbe idée, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que les électrolyseurs souffrent beaucoup de l'intermittence si on ne les utilise pas de façon continue. Donc c'est des choses qui ont été expérimentées et ça ne fonctionne pas. Derrière, j'aime beaucoup l'idée de stocker l'hydrogène. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on mettait une tonne d'hydrogène dans un camion, dans une remorque de 12 mètres de long. L'hydrogène ne se stocke pas. Enfin, je pense qu'il faut comprendre, pas sous cette forme gazeuse. C'est très compliqué à stocker. Le seul moyen de le faire, c'est en cavité saline. Ouais. Mais donc, on parle pas. On n'a pas toujours une cavité saline sous son projet éolien. Voilà. Je pense que c'est pas toujours, c'est jamais en fait. Et donc. Donc on ne va pas mettre des batteries à côté de l'éolien. Un stockage différent d'une cavité saline, ça demande des autorisations qui sont très différentes, des cercles de danger, ce qui veut dire que votre terrain de chasse, si vous voulez faire quelque chose qui soit combiné PV plus hydrogène, se réduit comme peau de chagrin. Et économiquement, très sincèrement, ça ne fonctionne pas non plus. Donc techniquement, ça ne fonctionne pas, économiquement, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut derrière qu'il y ait un camion qui vienne récolter cet hydrogène, faire le tour, pour aller le livrer. Donc c'est une belle idée. C'est la fausse bonne idée, quoi. Mais ça ne marche pas. Okay. Bon, je continue avec quelques questions sur Slido. N'hésitez pas si vous avez. Je pense qu'aujourd'hui, ça marche. Oui. C'est vrai qu'on parle du futur, et si on faisait ça, et si on faisait, si on stockait, si on transportait, ce qui est un très bon projet. Hein. Mais je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est sortir des projets, produire de l'hydrogène, et puis après, tout ça, ça se verra après. Mais on est vraiment dans une étape aujourd'hui où tout ça, c'est pas encore mature. Et effectivement, il faut avoir des projets pour demain. Mais déjà, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais travaillons à produire de l'hydrogène, faire les premières bulles, trouver nos premiers usages, commencer à distribuer, à produire, à vendre, pour pouvoir faire du REX, monter en compétences et développer encore et toujours d'autres projets. Ça viendra au fil du temps, une fois qu'on fera, c'est ça, hein? Oui, il y a on en parlait de leviers pour faire baisser le prix. Moi, il y en a un qui est important, c'est d'avoir de la visibilité sur nos réglementations. Ça paraît bête, mais quand on a de la visibilité, on est déjà capable d'investir. Si on est capable d'investir, on apprend. Si on apprend, on améliore. Donc on a besoin d'avoir des règles du jeu qui ne soient pas changeantes au mois le mois. Alors justement, c'était un peu la troisième partie. Comment on structure cette nouvelle filière? Donc, vous disiez des règles du jeu, une visibilité politique à long terme.
Et oui, parce que ça nous concerne, nous, on est industriel, ça veut dire qu'on est sur du temps long. Donc quand on développe un projet, on va dire mobilité, puisque vous en avez fait vous comme on aussi le voit chez à Dynamics, Béziers ou Narbonne. et qu'on a je vais le dire, une stratégie nationale hydrogène qui, 3 ans plus tard, dit que la mobilité, c'est que l'électrique, hein, on n'a pas besoin d'hydrogène, ce qui est bon. Encore une fois, faux pour les usages intensifs, l'électricité ne fonctionne pas. Donc on a besoin de ces stabilités parce que pour nous, producteurs, pour nous, industriels qui allons investir sur le long terme pour l'hydrogène, et pour aussi les gens qui vont venir utiliser de l'hydrogène. Si on ne leur donne pas un message clair de vous pouvez convertir certaines choses à l'hydrogène et vous trouvez cet hydrogène dans 15 ans, eh ben, ces gens-là ne convertissent pas. S'ils ne convertissent pas, on n'a pas d'usage. Et le deuxième levier, le volume. Le volume ne se développe pas et ne permet pas d'amortir les coûts fixes dont je vous parlais plus tôt. Donc stabilité 1, qui nous permettra de monter des volumes 2, qui nous permettra de faire baisser le prix. C'est très clair, j'espère que les politiques vont entendre. Même question à tous les quatre, en fait. Quels besoins vous auriez pour développer la filière ? Alors moi, ça, c'est mes petits papiers de quand j'ai préparé un peu la table ronde. Et effectivement, à la fin, j'avais marqué vision, vision, vision. Donc on est à peu près calé. Mais je pense qu'effectivement, une vision, une stabilité, ça serait vraiment déjà le b.a.-ba. Et ensuite, on voit bien que c'est... Aujourd'hui, on est en train de créer une filière. Il y a des industriels, il y a des producteurs, il y a des transporteurs, il y a des usagers, il y a un peu de tout. Et je crois qu'il faut accompagner toute cette filière. Il faut nous accompagner, nous, industriels, dans cette vision, dans le fait de savoir vers où on va pendant 15 ans. Les usagers, il faut les rassurer, il faut peut-être aussi les accompagner financièrement aujourd'hui. Des contrats long terme. Des contrats long terme, une vision sur... Nous, on cherche, par exemple, dans le domaine des e-fuels. On travaille avec des avionneurs et ce que nous disent les avionneurs, c'est je ne veux pas m'engager sur 20 ans avec toi pour ton e-fuel parce que dans 10 ans, peut-être que le coût du e-fuel sera plus bas. Et donc, moi, je ne veux pas m'engager sur 20 ans. Et moi, pour engager, par exemple, Take Care, c'est un exemple. Le projet qu'on développe sur Nantes, c'est 1 milliard d'euros d'investissement. Donc, vous devez bien vous douter qu'on doit avoir une petite vision du e-fuel qu'on va pouvoir vendre. Et donc, ça, il faut aussi que on puisse accompagner ces futurs usagers sur une stabilité avec, pourquoi pas, de la subvention ou de l'accompagnement sur du contrat for difference ou des choses comme ça, où vraiment on a besoin de stabiliser quelque chose et d'accompagner toute la chaîne, les producteurs d'électrolyseurs français, européens, comment ils peuvent se battre face à des producteurs d'électrolyseurs chinois qui sont plutôt bons, et comment on fait pour gagner et pour travailler sur cette souveraineté énergétique. Nous, développeurs, producteurs, industriels et aussi les usagers. Donc c'est vraiment une vision et un accompagnement global. On ne peut pas travailler que sur un sujet, il faut qu'on travaille sur toute la chaîne. L'ensemble de la chaîne, oui. On a bien compris. Merci Christelle. Nicolas, alors justement, comment on fait aussi, on parlait des électrolyseurs chinois ou indiens, très bon marché, comment on fait face à ce risque d'importation massive d'électrolyseurs étrangers ? Déjà, comme on a vu, il y a des besoins de financement, enfin d'aider les financements de ces projets. Et donc déjà, il faudrait peut-être que les subventions ou les financements des contribuables français et européens se dirigent vers les technologies françaises et européennes. On a fait l'expérience sur le solaire des décennies passées. On a effectivement aidé à bien développer l'activité industrielle photovoltaïque en Chine. Donc on a l'opportunité de ne pas reproduire cette expérience et de privilégier les technologies européennes. Et en fait, ça passe par un label, ça passe par quoi ? Non, mais il y a des avancées dans ce sens-là. En fait, il y a la banque hydrogène fait des enchères en fait, et ils ont commencé à mettre des critères d'approvisionnement d'électrolyseurs avec un certain nombre de composants qui viennent d'Europe. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui arrive qui se reflète dans les appels d'offres, en tout cas dans le cadre de ces enchères, qui vont dans ce sens, mais on peut aller encore un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment primordial quelque part de protéger. Enfin, à partir du moment où il y a du financement public, ça paraît normal qu'on privilégie les technologies et l'industrie et l'emploi en Europe. Après, les technologies, il
il y a des questions aussi on parle des fois de technologie alcalin, on dit Western Alkaline et EGA Alkaline. Bon, bref, il y a des... il faut peut-être comparer des pommes et des pommes, si c'est exactement la même technologie ou si les performances ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a tout ce qui va être suivi derrière des technologies, mais c'est vrai que pour un développeur, s'il regarde une spécification et que la spécification quasi équivalente, le prix est 3 fois moins cher, c'est normal qu'il se pose des questions en montant son projet de regarder sur le côté économique. Donc vous auriez besoin, j'allais dire, d'un label français ou européen, en tout cas d'une préférence française ou européenne. Qu'est-ce que vous auriez d'autres besoins? Il y a effectivement cette préférence dans les... à partir du moment où il y a un financement public, il y a une préférence européenne, française, ça me paraît naturel en fait. Est-ce qu'il y aurait autre... Après, ce qu'il nous faut, c'est qu'on est capable en Europe de produire, enfin quand on a une usine qui est complètement automatisée et qui n'a pas nécessairement de main-d'œuvre humaine, parce que le coût humain est peut-être plus important en Europe que dans certains pays en Asie, on peut être très compétitif en fait. Parce que le coût de l'électrolyseur, il ne faut pas oublier que le coût d'électrolyseur dans un projet, on n'en a pas trop parlé, il y avait les 60% ou un peu plus d'électricité, mais le reste, ce n'est pas le coût d'électrolyseur. Sur tout ce qui va être investissement dans l'usine, le coût de l'électrolyseur lui-même, c'est un quart. Parce qu'en fait, il y a le génie civil, il y a le bâtiment, il y a ce qu'on appelle le balance of plant, les compresseurs, la purification, il y a plein d'autres choses. L'électrolyseur, en bout de compte, c'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie majeure du coût de projet. Donc nous, j'aime bien en tant que développeur, on a besoin d'accompagnement pour notre mise à l'échelle. Donc à l'échelle, on sait qu'on sera compétitif. C'est quoi la mise à l'échelle? C'est quelle puissance à peu près? Donc mise à l'échelle, ça veut dire que là, c'est de passer à on veut pouvoir, dans le futur, pouvoir fournir des gros projets de plusieurs centaines de mégawatts. D'accord. Et pour arriver à plusieurs centaines de mégawatts, comme disait Guirec, il vaut mieux commencer par des petites étapes. Et c'est ce qu'on fait. On a des étapes pour l'instant plutôt modestes. On va monter en taille de plus en plus gros, donc mégawatts, puis dizaines de mégawatts, vingtaines de mégawatts, jusqu'à ce qu'on ait une brique unitaire qui a été démontrée à l'échelle et qui va pouvoir être répliquée. Donc on a besoin de cet accompagnement pour monter la technologie à l'échelle. Et après, on aura besoin de carnet de commandes. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir dans des grosses lignes de production automatisées si on n'a pas l'assurance que derrière, il y a des commandes suivent en fait. Ça passe par des appels d'offres? Tous les trois, là, c'est... Moi, j'ajouterais une chose, c'est que si on ne veut pas utiliser du chinois aussi, il faut être meilleur. Mais par contre, pour être meilleur, il faut donner la chance à des gens comme Genvia d'arriver jusqu'à la mise sur le marché, je dirais, d'un produit qui est technologiquement meilleur. Donc ça veut dire d'avoir ce support pour amener Genvia jusque-là. Et bien derrière, Genvia sera meilleur. Et je pense que c'est important de dire ça aussi. On a la capacité de sortir des choses très technologiques qui seront... Alors c'est toujours pareil, elles seront supérieures à ce que font les Chinois à l'instant T, et les Chinois viendront vite nous rejoindre, il faudra donc que nous on avance encore, mais une fois qu'on a lancé ce cercle vertueux d'avoir des gens qu'on a amenés jusqu'à l'industriel et d'être capable de vendre un produit qui est meilleur, eh ben, on peut compter sur eux pour continuer à évoluer derrière et à faire un produit qui sera préférable au produit chinois. Je pense qu'on a bien compris cette boucle vertueuse. Voilà, il faut enclencher les choses, massifier, donner de la visibilité. J'en profite pour regarder les questions parce qu'il y a pas mal de questions. Je suis désolée, je ne les ai pas prises toutes au fil de la table ronde, mais maintenant, on va regarder. Et donc, n'hésitez pas aussi à lever la main si vous ne voulez pas passer par une appli. Il y a Adam derrière avec les micros qui peut apporter un micro si vous voulez, ou Hélène. Voilà, n'hésitez pas à faire signe. Dans les questions, il y avait pour Hyphen, semble surtout servir à traverser la France pour desservir l'Allemagne. Pourquoi? Est-ce que c'est le cas et pourquoi? Alors, Hyphen, oui, c'est principalement une infrastructure qui va permettre de grands transports. Pour autant, c'est une opportunité. C'est une opportunité, on le voit sur les zones qui sont traversées, que ce soit autour de Marseille, que ce soit autour de Lyon, dans les villes de l'Est également. Sur ce marché de l'industrie qui va être, il faut qu'on en soit tous persuadés, le précurseur de l'économie hydrogène, c'est des opportunités qui vont se présenter, puisque les utilisateurs massifs d'hydrogène vont avoir le choix, effectivement, d'intercomparer un certain nombre de solutions qu'ils vont avoir à leur disposition.
Et d'avoir cette capacité qui passe à côté de chez eux, eh ben, c'est une opportunité. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et pourquoi vraiment vers l'Allemagne? Il y a une raison géopolitique? Parce que l'Allemagne, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont un peu de mal à se trouver au niveau de leur politique énergétique. Ayant arrêté le nucléaire, ayant arrêté le charbon, ils ont quand même de gros besoins. Puisque c'est une des premières économies productives au monde, ils ont quand même besoin d'un peu d'énergie pour produire. Et donc, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Et là, ils sont partis sur de l'hydrogène en grande quantité, et proportionnellement en plus grande quantité que nous en France ou dans d'autres pays. Voilà, nous on a la chance d'avoir du nucléaire, on a un mix beaucoup plus diversifié. Voilà, c'est une des raisons principales. Mais c'est tout autour, j'insiste là-dessus, il y a vraiment tout un réseau autour dans les 5 régions là, qui sont traversées par ce projet. On a à chaque fois une multitude de projets industriels ou de projets derrière qui vont tirer des projets territoriaux, des projets de mobilité et d'autres types de projets. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on crée cette économie. Tout à fait. Guirec, un petit mot rapide? Oui, il ne faut pas oublier que c'est le premier réseau. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être développé plus loin. Et que moi, je trouve le choix de ce premier réseau très judicieux, puisque s'il fallait choisir un tracé qui réunisse le plus de consommateurs potentiels possible, c'est ce tracé-là. Parce qu'au bout, on a l'Allemagne, on a toutes les zones industrielles de France, de l'Est, qui sont sur le tracé, fausses. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres demain. Mais encore une fois, il faut du volume pour payer les infras. Et donc là, c'est le meilleur compromis pour avoir un maximum de volume sur cette infra. Ça massifie le volume, sans oublier la partie sud-ouest avec Terega sur la partie ISO, il y a aussi beaucoup de capacité. Ça relie aussi, on l'a dit, les stockages, et on l'a vu, un point important. C'est vrai qu'on a aussi, moi je voudrais aussi, dans ce débat, sur ce qui peut être lever les freins pour arriver à faire baisser les coûts, en fait, c'est qu'on entende aussi les demandes des consommateurs industriels, hein, qui sont les mêmes que les vôtres. En gros, grosso modo, c'est d'avoir une visibilité sur les réglementations futures et quelque chose qui leur permette de prendre des décisions d'investissement sans regret, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment majeur. On se rejoint tous là-dessus, je crois. Pour casser l'œuf et la poule, il faut qu'à un moment donné, on a besoin de l'Europe, on a besoin de l'État français pour arriver à faire en sorte que cette économie décolle. Très bien. Ça aurait pu être la conclusion, mais je vais quand même prendre les 2-3 questions qu'il y a sur la tablette. Est-ce que vous pouvez utiliser le CO2 provenant de la méthanisation au lieu de CO2 de l'industrie? Est-ce que c'est du même CO2? Oui. Voilà, c'est très rapide. Quels sont les risques liés à l'hydrogène et comment assurer la sécurité sur un site industriel? C'est peut-être une vaste question qu'on abordera l'année prochaine, mais... Non, mais juste en 2 mots, aujourd'hui on utilise de l'hydrogène sur des sites industriels. Sur la planète, on produit 100 millions de tonnes d'hydrogène. Donc on sait faire, c'est tout. Oui, c'est pas un sujet. Enfin, ouais, voilà, on utilise 115 millions de tonnes d'hydrogène gris aujourd'hui. Donc, effectivement, les règles de sécurité sont maîtrisées, que ce soit l'hydrogène gris ou l'hydrogène bas carbone renouvelable, c'est la même chose. Donc, sur le site industriel, il n'y a pas de sujet particulier. Très bien. Une question de Jean-Pierre. La mobilité est un des secteurs de croissance de l'usage de l'hydrogène. Pourquoi ne pas privilégier dans un premier temps l'hydrogène gris pour cet usage, ce qui développerait plus vite le marché d'une mobilité hydrogène suite à passer pour le même usage à l'hydrogène vert après? Bon, on a vu qu'au niveau politique, l'hydrogène pour la mobilité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, bon, moi je pense qu'il vaut mieux continuer au gasoil. Oui, il y a pas... non, ça veut dire pour ne pas décarboner, développer plein de choses. Je rejoins assez le sens de la question qui est pourquoi vouloir faire plus blanc que blanc dès le jour 1. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des étapes en fait pour arriver au meilleur. Mais l'hydrogène gris, il va falloir en produire plus parce que l'hydrogène gris qui est produit aujourd'hui, il est consommé. Donc ça veut dire qu'on va développer des capacités de production d'hydrogène gris alors que finalement on ne va pas décarboner la mobilité, donc autant garder le gasoil, quoi. Ça n'a plus de sens. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avec des micros peut-être? Non? Sur les coûts de production?
sur les leviers qu'il pourrait y avoir futurs. Ça va, on a fait le tour? Il n'y a pas de questions particulières? Bon, en tout cas, je pense qu'on a vraiment vu qu'il fallait de la visibilité, voilà, un appel de pied aux politiques en tout cas pour arriver à avoir une politique stable sur l'hydrogène. Et puis au niveau technologique aussi, on a vu qu'il y avait de nombreux progrès à faire. Des marges de manœuvre en tout cas importantes. Merci beaucoup. Il y a des projets. C'est ça, il y a des projets, il y a des réseaux, ça se monte, ça se met en place. Il faut juste accélérer voilà, politiquement, on va dire. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir en effet. Merci. Et merci à Mathilde pour la technique, merci à Anita pour la traduction et merci à Hélène pour le micro. Bon après-midi à tous.